Si le JAF et le JE prennent des décisions contradictoires, laquelle prime? Juridiquement, ils ne prennent pas des décisions contradictoires puisqu'ils ne statuent pas sur la même chose. Le JAF, juge de l'autorité parentale, prend des décisions intemporelles, donc en vigueur jusqu'à la majorité de l'enfant ou éventuellement jusqu'à une autre décision du JAF modifiant la précédente. En particulier, le JAF fixe la résidence habituelle de l'enfant, la garde comme on dit encore parfois, en alternance ou au domicile de l'un d'eux, octroie à l'autre un droit de visite et fixe la pension alimentaire. Il a également d'autres compétences, comme rendre des ordonnances de protection en cas de violence au sein du couple. Le JE, le juge des enfants, prend des décisions qui par définition sont limitées dans le temps, sans excéder 2 ans sauf exception, mesures qui peuvent être reconduites jusqu'à la majorité de l'enfant, voire jusqu'à ses 21 ans. Parmi ces mesures figure le placement de l'enfant, souvent dans une structure ou une famille d'accueil, mais il peut aussi placer l'enfant chez un des parents. On a ainsi vu un juge aux affaires familiales, par exemple suite à un divorce, confier l'enfant à la mère à titre principal et ultérieurement, un juge des enfants le placer chez le père à la suite d'une défaillance parentale grave de la mère. Même s'il n'y a pas de hiérarchie entre ces juges, la Cour de cassation a admis que le juge des enfants pouvait modifier les effets d'une décision du juge aux affaires familiales au nom de la protection de l'enfance. Lorsque la mesure ordonnée par le juge des enfants s'arrêtera, si elle s'arrête avant les 18 ans de l'enfant, la décision du juge aux affaires familiales se réactivera en quelque sorte. À quel âge l'enfant peut-il choisir avec quel parent il veut vivre et quand voir ou ne pas voir son autre parent? L'enfant peut choisir à sa majorité. Avant, il ne peut qu'exprimer son point de vue dans une procédure qui oppose ses parents. Son avis sera recueilli soit directement, lors d'une audition par le juge aux affaires familiales, soit par le biais d'une enquête sociale ou d'une expertise médico-psychologique. Néanmoins, il est évident qu'il est difficile d'imposer à un adolescent la nature et la fréquence des relations qu'il doit avoir avec ses parents. Plus il est âgé et mature, plus son avis tend à devenir un choix. En principe, le juge n'a pas à le laisser choisir. Par exemple, si l'enfant ne veut plus voir son père, et sauf pour des motifs graves, le juge devrait maintenir un droit de visite, même en sachant qu'il ne sera pas exercé. Que faire si un parent exerce son droit de visite quand il l'entend? C'est très gênant, si bien que l'on peut demander au juge d'obliger ce parent de prévenir l'autre dans un délai raisonnable et le cas échéant d'en apporter la preuve. Le juge applique-t-il toujours le barème des pensions alimentaires? Pas toujours, puisque la loi ne renvoie pas au barème qui résulte d'une simple circulaire et qu'une circulaire ne peut pas être contraire à une loi. Mais cette circulaire ne l'est pas, ce barème ne l'est pas, parce qu'il est indicatif. La loi oblige le juge à tenir compte des besoins de l'enfant et des ressources des 2 parents. Le barème ne tient compte que des ressources du débiteur, celui qui paye la pension, et de la nature du droit de visite. En pratique, le juge appliquera le barème, mais on peut tenter de le convaincre de s'en écarter. Par exemple, si le bénéficiaire de la pension a des revenus très importants ou que l'enfant a des besoins particuliers, notamment liés à un problème de santé. Si le logement familial est un logement de fonction du mari, le juge peut-il attribuer le bail à l'épouse? La réponse est dans la question. Si c'est un logement de fonction, il n'y a pas de bail. En revanche, durant la procédure, qui peut durer quelques mois ou quelques années, l'un des époux bénéficie de la jouissance du domicile, peu importe son statut. Est-on solidaire des dettes contractées par son conjoint durant la procédure de divorce? La question est aussi intéressante qu'importante, mais elle relève des conséquences du divorce qui sont traitées dans une autre formation, ou du moins dans un autre volet de la formation PowerPoint vidéo sur le divorce. Car la réponse n'est pas oui ou non, mais ça dépend. Même si la dette a été contractée du temps du mariage, et même si les époux sont mariés ou étaient mariés sous le régime de la communauté. En outre, il faut aussi se demander si une saisie peut être pratiquée sur les biens communs en cas de dette contractée par un seul des époux. Là aussi, la réponse est « ça dépend ». Mais comme la question portait sur les dettes contractées durant la procédure de divorce, indiquons que les dettes qui par nature sont communes, comme le loyer du domicile conjugal, même après la séparation des époux, restent communes à l'égard du créancier jusqu'à la transcription du divorce à l'état civil.
Par exemple, si le loyer n'est pas payé par le conjoint ayant obtenu la jouissance du domicile conjugal, puis le droit au bail à son profit, le bailleur peut se retourner contre l'autre pour tous les loyers impayés jusqu'à la date de la transcription du jugement à l'état civil, sauf bien sûr s'il a consenti un nouveau bail à l'ex-époux restant dans les lieux. Ultérieurement, celui qui a payé la dette de loyer de l'autre pourra se retourner contre lui. Mais comme d'aucuns diraient, on n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, cela montre qu'il faut s'assurer que le divorce est bien transcrit en demandant un acte de mariage ou un acte de naissance à la mairie. Comment divorcer si le conjoint est parti sans laisser d'adresse ? Il serait fort de café qu'on soit obligé de rester marié indéfiniment parce qu'on ne sait à quelle adresse signifier l'assignation en divorce, adresse qui à titre subsidiaire peut être celle d'un tiers ou de l'employeur. Si on ne sait vraiment pas où est son conjoint, il est possible de l'assigner au dernier domicile connu, qui peut très bien être le domicile conjugal. L'absence ne permet donc pas de bloquer la procédure judiciaire, et ce n'est pas seulement vrai pour le divorce. Je suis sollicité pour contribuer au financement de l'EHPAD d'un parent qui m'avait abandonné lorsque j'étais enfant. Puis-je échapper à l'obligation alimentaire ? Ça dépend. L'article L132-6 alinéa 4 du Code de l'action sociale et des familles dispose que les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés du droit de fournir cette aide. Cette dispense est basée sur une situation factuelle, sans que l'on cherche si le placement de l'enfant résultait d'une faute parentale. En général, cela permet d'échapper à l'obligation alimentaire, mais le juge peut donc en décider autrement. Sinon, que signifie avoir été abandonné ? C'est au juge d'apprécier la gravité de la faute ou de l'indignité parentale pour limiter l'importance de l'obligation alimentaire. Selon la Cour de cassation, il ne peut la supprimer totalement, sauf en cas de jugement de retrait total ou de déchéance de l'autorité parentale. Mais en pratique, on a déjà vu des juges supprimer l'obligation alimentaire ou la réduire à sa plus simple expression sans qu'il y ait eu jugement de retrait total. Il est toutefois difficile d'échapper à l'obligation alimentaire si les faits que l'on reproche à ses parents du temps où l'on était mineur ne sont pas clairement établis et suffisamment graves. Ma femme et moi payons une pension alimentaire à ma belle-mère qui est en maison de retraite. Ma femme étant décédée, je n'ai plus de belle-mère. Dois-je continuer à payer ? Ça dépend. Si les enfants